Et rebonsoir. Bonsoir Frédéric. Eh bien non, je ne suis pas Frédéric Bedos. J'ai fait beaucoup d'humour aujourd'hui, vous me connaissez, j'aime bien ça, mais eh bien là, je ne vais pas vous faire une blague. Malheureusement, nous avons un petit souci. Toute la journée s'est très bien passée et on a un petit couac de dernière minute. Frédéric Bedos est coincé dans le train. Ça arrive si peu souvent en Normandie. Oh. Et puis personne de la région, c'est bon? Donc, elle va arriver, mais... À l'apéro. À l'apéro. Voilà, très bien. Donc, on ne sait pas encore l'organisation après quand elle va arriver, mais vous inquiétez pas, ça va se gérer. Chez Femmes et Challenge, on aime le... Challenge. Ah, donc on va y arriver. Vous n'avez rien capté. On aime les femmes et le challenge. Et en effet, on a trouvé une solution. Évidemment. En fait, vous avez été très très nombreux à vouloir rencontrer, poser plein de questions à nos différents speakers, et notamment à Maud Ankawa qui était avec nous ce matin, qui a ouvert le bal. Eh bien, on a une bonne nouvelle. Maud, elle va revenir sur scène. Comme ça, si vous avez des questions à lui poser, on va vraiment ouvrir un champ de questions-réponses. Et si vous êtes très très sage, il y a mon préféré, Monsieur Éric Larchevêque, et je dis pas ça parce qu'il passe juste devant moi maintenant. L'homme qui a quand même la plus belle ceinture de France. Vous avez vu sa ceinture de malade? Moi, j'étais là, c'est une Cézanne? Non, je crois pas. Donc, on aura Éric Larchevêque également qui reviendra pour un petit question-réponse. Et après, je viendrai vous dire tout mon amour. Ce sera la fin. Et après, on ira boire. Enfin, vous, pas moi. D'accord? Après, moi, je rentre. Profitez bien. Allez, Maud va arriver sur scène tout de suite. Maud Ankawa, s'il vous plaît, chers amis. Je viens à vous avec le micro. Puisqu'on a un petit moment ensemble en toute intimité, alors eh ben vous savez quoi, je vais m'asseoir dans le canapé et puis on va se passer ce petit moment ensemble parce que merci déjà, j'aimerais vous remercier de tous vos mots doux pendant les dédicaces. C'est vrai qu'on a très peu de temps ensemble quand on dédicace, mais maintenant, on a un petit temps à nous. Alors, je suis très touchée, très honorée de ce petit moment avec vous. Et puis, quand on pose des questions, moi, quand j'allais en conférence, j'avais tendance à pas oser poser des questions. Oh non, ça va être nul ce que je vais demander, ça n'a pas de sens, et puis ça sert qu'à moi. Et en fait, pas du tout. Quand on pose des questions, ça sert à tout le monde. Alors, je le disais tout à l'heure à un lecteur, le verbe qui a transformé ma vie, c'est celui d'oser. Et parfois, c'est pas facile d'oser. Alors moi, quand j'arrive pas à oser, j'ai maintenant une règle, je dis à 3, j'ose. Alors je fais 1, 2, 3 et j'ose. Et puis c'est un peu se lancer un peu dans le vide. Alors je vous invite à poser les questions que vous avez envie de poser, en toute intimité, juste entre nous. Et puis je répondrai comme je peux. Et si je ne sais pas, je vous répondrai que je ne sais pas. Mais je répondrai à toutes les questions que vous aurez envie de poser. Donc, osez. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va lever la main, ça va inspirer d'autres personnes et c'est comme ça qu'ensemble on va grandir. Alors les micros sont à vous, il y a des jeunes gens qui vont passer, lever la main et puis on va commencer avec une première question. Alors, qui pour la première question? Alors, je vois qu'il y a des gens qui osent par là, au centre. Osez, osez. Si la question est nulle, je serai la seule à vous la faire remarquer. Sinon, ça va. C'était pas ouf, cette question. Mais Maud est bien plus bienveillante. Je vous en prie. Ah, elle est copine avec moi. Elle aussi, elle est enceinte de 2 mois, elle m'a dit. Félicitations. Félicitations. Maintenant, tout le monde le sait. Maintenant, tout le monde le sait. Félicitations. Mais ton mec ne le savait pas. Mais je sais que... Désolé. Merci encore pour tous les livres que vous avez écrits. Et la question que je pense tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y aura un autre livre prochainement? Merci pour cette question. Alors, je sais que vous êtes impatiente, mais moi aussi. Alors, je mature, oui, j'espère, mais je ne peux répondre que par l'affirmative à partir du moment où il est fini, parce que à chaque fois que je propose un livre au lecteur, je veux qu'il soit vraiment dans l'alignement des autres. Et tant qu'il n'est pas complètement aligné, alors j'ai pas envie de vous le proposer parce que vous me faites confiance, vous m'avez fait confiance à travers ces 3 livres et j'ai sûrement pas envie de vous proposer quelque chose qui serait pas complètement aligné. Donc je le mature longtemps, hein, je me suis pas améliorée par rapport à Kilomètre Zéro, je mets au moins 2 ans et demi pour l'écrire, mais je suis dessus. Donc j'espère bien.
Autre question. Allez, allez. Qui se lance? Qui ose? Merci à vous. Mais c'est pas raisonnable de te faire courir dans l'assemblée comme ça, Mais toi. ça va, ça tire, mais ça va. On c'est a bien. des petits jeunes là qui sont. Bonjour. Petit jeune, je suis toujours jeune. Bonsoir. Oser, c'est entreprendre, mais pour vous, est-ce que ça doit transcender? C'est à combien de pourcents de sa personnalité d'entreprendre? Pardon, j'entends pas la question. C'est Combien de pourcents c'est d'entreprendre? Je veux dire, de l'énergie qu'on y met, de la passion qu'on y met. Est-ce que c'est inné? Qu'est-ce qui vous transcende? Alors, je pense que, et merci pour cette question, je pense que la motivation, elle doit être à 100%. Parce qu'on sait que c'est déjà difficile. Quoi qu'on fasse, quel que soit le projet dans lequel on va se lancer, c'est difficile. Et il y aura des moments de doute, des grands moments de doute, des moments où on tombe, des moments où même, comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être des gens bienveillants qui vont nous orienter vers le confort. Donc, la motivation, elle doit être à 100%. Après, on n'est pas entrepreneur. On est inspiré de certaines choses, on est passionné par d'autres, et puis on est poussé, quel que soit le motif, parce que toutes les motivations sont bonnes, si tant est que ce soit les vôtres. Donc à combien de pourcents? La motivation pour moi c'est 100%. Parce que déjà avec 100% de motivation, ça ne va pas être si simple. C'est l'histoire de donner un cachet pour sauver quelqu'un pendant des mois et des mois. Si on n'a pas une motivation aussi forte, là c'est un peu extrême, mais si on n'a pas une motivation forte, forcément à un moment, on va abandonner. Et le vrai sujet de beaucoup de gens qui ne vont pas au bout de leur projet, c'est souvent que, justement, à la première chute, à la deuxième chute, ils se disent « bon, c'est bon, j'ai un échec, j'arrête tout, je ne suis pas la bonne personne, etc. » Mais comme je le disais, l'échec fait partie intégrale de ce processus de réussite. Merci beaucoup, Maud. Ah, plein de questions, ouais. C'est bien, je fais mes 10 000 pas. J'arrive à vous. Tac, tac. Merci, madame. Bonjour, merci à vous. La question que j'ai, c'est la motivation et comment nourrir justement cette motivation, comment nourrir l'audace au quotidien quand des fois on se réveille pas très aligné et qu'on continue. Donc c'est comment nourrir au quotidien. Merci. Merci à vous. Alors comment nourrir je crois que ça nécessite de mettre en place des routines. J'ai toujours beaucoup de difficultés, par exemple, à écrire. Mais quand je décide d'écrire, je mets en place une routine. Je me lève très tôt le matin, donc moi je suis plutôt du matin, mais peu importe que ce soit le matin, midi ou soir. Et ensuite, il faut s'astreindre. Mais comme j'allais dire dans tout, quelqu'un qui se lance dans le footing, s'il fait un footing une fois par mois, il n'arrivera jamais à courir un marathon. Donc ça demande vraiment de mettre en place une routine et puis d'accepter que ce n'est pas toujours confortable, parce que c'est bien plus sympa de rester sous la couette que de se dire, bon là je procrastine, j'arrive à rien, là je suis bloqué sur une idée. Et tout ça est normal. Tout ça est absolument normal de procrastiner, de ne pas savoir, de douter, de se trouver nul. Tout ça est absolument normal dans le process. Donc comment faire? Déjà, c'est d'accepter qu'il y a des moments où on n'a pas envie. Même si on est motivé, il y a des moments où on n'a pas envie. Moi, une chose qui m'aide beaucoup aussi, c'est de me rappeler pourquoi je commence. Et ça, c'est une question que je me pose souvent. Tiens, pourquoi je veux écrire? Pourquoi je veux commencer ce nouveau roman, par exemple? Ou pourquoi je veux reprendre la direction d'une boîte? Ou pourquoi qu'est-ce qui a du sens pour moi? Et dans ce pourquoi, c'est pourquoi j'ai commencé, ça va me motiver à rester toujours aligné avec ce que je veux faire. Donc, par exemple, si je me lance dans un nouveau roman, c'est pourquoi j'ai envie d'un nouveau roman. Est-ce que c'est pour faire plaisir au libraire, à mon éditeur, au lecteur? C'est pas ça ma motivation. Ma motivation, c'est si un mot, une phrase peut faire du bien à une personne, alors j'ai raison d'essayer encore. Ça, c'est ma motivation profonde. Donc, pourquoi je commence? Ça me ramène à ce qui est important pour moi. Et puis après, peut-être qu'une troisième clé, ce serait de, sans cesse, se dire que plus on va s'entraîner, plus on va pratiquer et plus ça devient simple. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Donc, plus on pratique, une personne me demandait pour monter sur scène, comment tu as fait, etc. Au début, moi, la première caméra qui s'est branchée sur moi, je suis restée bloquée, j'arrivais même pas à dire un mot.
Et puis après, à force, et puis de se faire aider des fois, ça aide. J'ai pris un coach scénique pour monter sur scène parce que je ne savais pas faire, parce que j'étais une traqueuse. Je le suis toujours d'ailleurs. Mais plus on pratique, plus c'est facile. Et plus ça devient une habitude. Donc, quel que soit le domaine dans lequel on se lance, à partir du moment où on a bien en tête que c'est pas toujours tout rose et que oui, il faut accepter ses émotions, cet inconfort, eh bien, plus on pratique, plus on reste focus sur pourquoi on le fait. Moi, je monte pas sur scène pour être reconnue, je monte sur scène parce que je me dis, voilà, s'il y a une phrase, un mot, une petite chose qu'on va partager ensemble peut faire du bien, eh bien alors j'ai raison de monter sur scène, j'ai raison d'écrire et j'ai raison de continuer à partager. Parce que sinon, ce serait trop inconfortable. C'est du trac, c'est des déplacements, c'est de la fatigue, et ça n'aurait pas de sens. Donc, en restant focus, on arrive à qui on est. Et ça m'aide beaucoup. J'espère que ça vous aidera aussi. Merci beaucoup. Je suis là-haut, Maud. Je suis montée, on a une autre question. Regarde, là, je suis dans le soleil, là. Là, oui, là, ok, là. ok. Je me suis fait une nouvelle copine, et je lui donne la parole. Bonsoir, en fait, j'avais 2 questions. La première, comment avez-vous réussi à lier la vie perso et la vie pro en tant que chef d'entreprise? Et la deuxième, où trouvez-vous toute votre imagination pour écrire vos livres? Okay, alors, la première, c'est une très bonne question, la vie pro-perso. Ça, c'est vraiment une question fondamentale. Parce que quand on est entrepreneur, forcément, on est 100% du temps dans notre entreprise, au moins dans la tête. Physiquement, déjà, on l'est pas mal, mais en plus, dans la tête, on y est tout le temps. Parce qu'on réfléchit, est-ce que j'ai bien fait ci, et puis ça, et puis les ennuis, et puis des solutions à trouver sans cesse, fait qu'on est sans cesse dans notre tête. Et quand on rentre à la maison, il y a des gens, que ce soit votre mari, vos enfants, peu importe, on est focus sur ce qui se passe dans l'entreprise et on n'est pas forcément disponible. Et moins on est disponible pour ceux qu'on aime, et plus naturellement, eh bien, on s'enferme soi-même. Quand je suis partie au Népal, après la vente de ma dernière société à Dassault, je me suis retrouvée un peu dans le néant parce que j'avais toujours 10 coups d'avance, mais je ne savais plus vivre au présent. Et donc, le drame, c'est que je ne savais plus connecter la joie. Parce que la joie, elle ne se connecte que dans le présent. Et ces instants-là, avec la famille, avec les gens qu'on aime, avec des gens vrais qui vous connaissent depuis longtemps, eh bien c'est ce qui vous centre dans qui vous êtes. Parce que le plus important, quoi que vous ayez fait dans vos vies, c'est peut-être un énorme projet, c'est peut-être même gagner beaucoup d'argent, c'est même tout ce que vous voulez. Mais notre plus grande réussite, moi je me le dis sur mon lit de mort en tout cas, ce sera de garder des relations humaines saine et juste. Parce que c'est ça. Tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait pour aimer et être aimé. Notre seul leitmotiv dans la vie, c'est aimer les autres et être aimé. Et ce qui nous rend le plus heureux, c'est pas d'avoir un portefeuille bien fourni, même si, encore une fois, ça rend libre. Ce qui nous rend heureux, c'est d'avoir des relations, de belles relations avec les gens qu'on aime. Donc, cet équilibre vie pro, vie perso, moi, je me suis laissée un peu embarqué par la passion de l'entreprise et c'est pas toujours simple de rééquilibrer, mais si j'avais un conseil et un seul à donner, ce serait celui-ci, que de faire attention aux gens qu'on aime pour eux, mais aussi pour soi-même, parce que c'est tout l'équilibre d'une entreprise. Si vous êtes heureux avec votre entourage, avec les gens que vous aimez, alors vous êtes encore plus créatif dans votre entreprise. Et pour répondre à la deuxième question, que j'ai sans doute oubliée, qui était... Trouvez-vous toute votre imagination pour écrire vos livres? Merci. Alors ça, c'est très simple. En fait, je suis une très mauvaise romancière puisque toutes les histoires que j'écris sont vraies. Donc c'est ma vie. C'est ma vie avec le fait aussi que j'accompagne pas mal de gens et en tant que coach, effectivement, je me sers aussi des anecdotes de gens ou de vie, des morceaux de vie des autres que j'insère dans mes romans. Mais les personnages secondaires sont vrais, les lieux sont vrais. J'y suis réellement allée et 95% des 3 romans est vrai aussi. Donc voilà, je suis pour ça une très mauvaise romancière. Je devrais écrire des récits, mais je trouvais qu'à travers le roman, c'était plus simple. Merci Maud. Est-ce qu'on a... Ouais, plein de questions. J'arrive.
Alors ma question, c'est que tu nous inspires, tu es quelqu'un d'inspirant et j'aurais aimé savoir, toi, qui t'inspire? Merci pour cette question. On vient de me la poser sur un podcast là, tout à l'heure et en réalité, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. En fait, je crois que tout le monde m'inspire vraiment. Je le disais tout à l'heure, bien au-delà des gens, souvent quand on pose la question de l'inspiration, on pense à un mentor, on pense... J'ai pas de mentor, mais par contre, j'aime observer la nature. Par exemple, un des plus grands inspirateurs de ma vie, c'est mon chien. Pourquoi ? Parce qu'il est capable, alors que je lui dis on va aller se promener, et puis d'un coup il y a un coup de fil, il est capable d'attendre 1 heure, assis, à attendre que j'ai fini mon coup de fil. Mais il ne bouge pas, il ne s'est pas allongé, il attend, il sait qu'on va sortir, qu'on va aller se promener. Eh bien lui, il est là, il attend. Moi, je serais incapable de faire ça. Mais je serais absolument incapable. Moi qui ne suis pas très patiente, au bout de 2 minutes, je m'énerverais presque. Mais lui, non, il attend, il écoute la conversation, je ne sais pas ce qu'il fabrique, mais il est là, il est assis, et à la seconde où je raccroche, il se remet à remuer de la queue, et il est tout content. Et ben en fait, ça m'inspire dans la patience. Quand des fois je suis vraiment impatiente, mais je pense à lui. Alors ça paraît anecdotique, mais il suffit de regarder un enfant, la spontanéité d'un enfant par exemple, je trouve ça très inspirant. Et puis après, il y a un tas de gens qui m'inspirent, de conférences que je peux écouter, comme des gens que je trouve incarnent aussi leur écriture, comme Laurent Gounel, comme Frédéric Lenoir, comme aussi un tas de philosophies et de religions différentes. Parce que quelles que soient nos religions, ben finalement, on a toujours à apprendre d'autres religions, d'autres cultures. Le fait de voyager beaucoup, ça m'aide aussi à me rendre compte que en Asie, par exemple, ils gèrent les émotions très différemment de nous. Et on communique avec les émotions. Moi, on m'a toujours appris depuis petite qu'il ne faut jamais se mettre en colère, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, alors qu'en réalité, les émotions sont vitales et voilà, j'ai appris de ça. Mais à chaque instant, j'apprends. Vous êtes venus nombreux me transférer et me témoigner de tout votre amour. Je suis très inspirée de ça parce que ça demande beaucoup de courage de dire à un auteur vous m'avez inspiré, vous m'aidez, etc. Et pour un auteur, vous imaginez bien que c'est un cadeau unique que de recevoir tous ces compliments. Il n'y a pas un auteur au monde qui ne rêve pas d'avoir mon public. Alors merci infiniment pour ça et à chaque rencontre, je grandis, ça c'est sûr. On a encore le temps pour 2 questions. Alors bah, c'est super. Attendez, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Merci. La question que je voulais vous poser, dans vos livres, vous êtes quand même, le contenu est souvent sur une latitude, ce que je vais expliquer, plutôt spirituelle. Est-ce que vous avez toujours été comme ça ou ce côté spiritualité a été exacerbé depuis que vous avez eu votre accident? Alors, j'ai toujours ressenti une force. Je n'ai pas été élevée dans une religion particulière. Il y avait des religions différentes entre mon père et ma mère. Et les grands-parents étaient d'accord sur le fait qu'ils se marient s'il n'y avait pas de religion à la maison. Donc, je n'ai pas été élevée dans une religion particulière. Mais j'ai toujours ressenti une force de quelque chose de plus grand. Et ça m'a toujours accompagnée depuis toute petite. Et c'est vrai que ça m'accompagne et ça m'a beaucoup accompagnée en tant qu'entrepreneuse, puisque ma carrière, je l'ai fait vraiment dans le monde de l'entreprise. Hein, j'écris depuis très peu de temps. Et puis, je ne crois pas d'ailleurs qu'on soit un statut. Mon monde, c'est Excel. Mon monde, c'est la stratégie d'entreprise. J'ai été payée par des investisseurs pour faire des sociétés françaises, des numéros 1 français, européens et plus. Donc mon métier, ça a toujours été de faire grandir ces sociétés. Mais je ne crois pas qu'on soit un statut ou qu'on soit qu'une chose, qu'on soit... souvent, on nous attribue une étiquette. Toi, tu es dirigeant d'entreprise. Oui et non, ça fait partie de ma vie et ça fait encore partie de ma vie. Mais comme je ne suis pas plus écrivain, en fait, et je pense que mon leitmotiv, ça a toujours été de me rendre compte qu'il y avait quelque chose de plus grand. Donc, je passe ma vie, et je pense que je passerai ma vie jusqu'à la fin de mes jours, à démontrer qu'on n'est qu'une grande masse
une grande énergie, tous, même si notre système de défense a tendance à nous faire croire qu'on est tous séparés les uns des autres et qu'on se veut tous du mal. Moi, je ne crois pas en ça. Je crois qu'en fait, on est une grande force et cette grande force nous permet d'accéder à un espace en nous où tout est possible. Et j'en suis la preuve vivante, puisque je venais pas du tout du monde de l'écriture, et que quand on croit vraiment à quelque chose, quand on croit vraiment à un projet, alors il se passe quelque chose de plus grand qui nous dépasse, et c'est ça que j'ai envie de partager. Donc oui, je parlerai pas d'une religion, mais ni de spiritualité, parce que c'est un terme qui fait toujours très peur. C'est un peu comme l'intuition, c'est réservé au perché, la spiritualité. Je crois pas. Je crois qu'on a tous toutes ces dimensions, et moi je viens d'un monde scientifique, donc ces démonstrations mathématiques, biologiques, chimiques et maintenant physiques, avec la physique quantique, nous permettent de démontrer que c'est pas pour les perchés, mais il se passe quelque chose effectivement plus grand que nous. Donc c'est cette énergie-là que j'ai envie de partager pour aller connecter en nous cet espace où tout est possible. Merci beaucoup, Maud. Je vous ai vu, mais on a une question d'avance. Nathalie, on t'écoute. Merci de tous ces partages, c'est vraiment très intéressant. Moi, je voulais revenir sur ce qui est arrivé à votre associé et à vous, qui a été vraiment un catalyseur et un point marquant de votre histoire. Qu'est-ce que vous avez changé? Nous, on vient de se lancer il y a 1 an dans l'entrepreneuriat. Et effectivement, la difficulté, c'est l'équilibre vie pro, vie perso, comment pas atteindre ces fameuses limites. Donc voilà, quand il n'y a la patte du CA à côté. Qu'est-ce que concrètement vous recommandez? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie quotidienne pour arriver finalement à la meilleure situation possible? Alors, merci aussi pour cette question qui est fondamentale. Le problème quand on est entrepreneur, c'est qu'on a le sentiment que, et c'est vrai, on peut un peu tout faire. Parce qu'on vient du début, on a créé l'idée, on a des coups d'avance, et du coup on connaît tout par cœur dans notre société. Et donc la grande erreur, c'est de continuer à grandir avec la société et se faire croire qu'on est toujours capable de toujours faire tout seul. Alors quand je dis tout seul, même si on a des équipes, on a tendance quand même à en prendre et avoir des horaires qui n'en finissent pas. Donc le conseil fondamental, si moi j'avais les choses à refaire, et vous imaginez bien qu'une perte comme surtout qu'Alain dont je parlais, qui était vraiment un homme extraordinaire, mais qui gérait 8 sociétés à la fois, qui était vraiment qui savait pas s'arrêter. Le conseil que je donnerais, c'est quoi qu'il arrive, commencez par apprendre à déléguer. Commencez par apprendre à déléguer. Parce qu'on se croit Superman ou Superwoman de faire 1000 métiers à la fois et d'être indispensable dans une société. Or, je sais le dire aujourd'hui, je dis 55 ans, je crois que j'ai 53, enfin en tout cas, c'est bientôt 55. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que plus on délègue, plus notre société est capable de vivre sans nous, et meilleur on est comme dirigeant. Ça ne veut pas dire qu'il faut en partir et passer son temps à aller faire autre chose. Bien sûr qu'il faut être présent. Mais le gros point faible qu'on n'apprend pas, c'est de déléguer et de s'armer de gens compétents. Et de gens, d'ailleurs c'est Steve Jobs qui disait « Mais pourquoi je paierais des gens chers pour qu'ils m'apprennent mon métier? Si je paye des gens chers, c'est pour qu'ils fassent des choses que moi-même je ne sais pas faire. » Et je trouve qu'il a tout à fait raison. Et le problème, c'est qu'on a tendance à se laisser envahir par la passion. Parfois, moi, je sais dire que j'ai failli partir d'une crise cardiaque parce que j'étais passionnée. C'est pas parce qu'on m'imposait quoi que ce soit, mais j'étais tellement passionnée que j'arrivais le matin très tôt et puis je partais très tard le soir et je me rendais pas compte que la journée avait défilé et j'en avais encore et encore. Et j'étais capable de gérer jusqu'à même 80 000 personnes, ce qui n'a plus de sens. Mais pour autant, avec le recul, je sais aujourd'hui que l'erreur fatale, c'est de se laisser embarquer par le fait de vouloir tout faire ou de croire que les autres ne peuvent pas mieux faire. Et donc, on se laisse embarquer par « non, mais je recruterai plus tard, là, il faut vraiment que j'avance, j'ai pas le temps de former quelqu'un, j'ai pas le temps. » Mais non, il faut commencer par là. Il faut vraiment anticiper ça. Et ça amène, quand on a des bons piliers dans la société, quelle que soit la grosseur de la société, sauf sur d'indépendants dans ce qu'on fait, on sait gérer son planning, mais plus la société grandit, plus il faut avoir des piliers sur lesquels on puisse se poser et à ce moment-là, de pouvoir équilibrer. Mais évidemment que je ne vais pas vous dire qu'un dirigeant, il travaille 2 heures par jour et le reste du temps, il va flâner.
J'y crois pas une seconde et en tout cas, ça voudrait dire qu'après, voilà, vous êtes à un niveau qui a atteint le fait que les directeurs généraux prennent toute la suite. Mais dans la majeure partie des cas, effectivement, le sujet, c'est de savoir se faire aider et être épaulé. Merci beaucoup. On a encore une petite question. Bonsoir. Que pourriez-vous dire pour les jeunes femmes ou les futures entrepreneuses qui n'osent pas s'imposer ou oser? Ça s'apprend d'oser. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça s'apprend. Ça s'apprend et ça demande du courage aussi. Parce que on ne nous apprend pas ça, et c'est vrai qu'il y a encore ce clivage, on en parlait beaucoup entre les femmes et les hommes, mais j'allais dire, moi qui ai travaillé dans un monde essentiellement masculin, puisque je travaille avec beaucoup d'ingénieurs, je crois et Madame la Ministre le disait tout à l'heure, Elisabeth Borne, qu'il y a de la place pour tout le monde réellement. Et là, je vais à l'inverse de ce que peuvent dire les femmes en général, mais c'est de notre responsabilité aussi. Quand je dirigeais tous ces gens, je me rendais compte qu'en fin d'année, les hommes osaient facilement dire voilà, moi j'ai besoin d'une augmentation. Jamais une femme demandait une augmentation. Et qu'est-ce qui se passe dans une entreprise? On donne des augmentations à ceux qui le demandent, ce qui est hallucinant. On devrait le donner à ceux qui ne demandent pas et ceux qui le méritent. Mais ce n'est pas encore comme ça. Alors pourquoi les hommes souvent obtiennent plus de choses que les femmes? C'est simplement parce qu'ils demandent. Donc je crois que c'est aussi de notre responsabilité. C'est un petit peu simple pour nous les femmes de dire oui mais bon, ça devrait être égalitaire, etc. Mais ce serait égalitaire si on le demande. Moi, j'ai accédé à des postes de direction, j'ai moi-même créé mes entreprises, j'ai moi-même été payée par des investisseurs à coups de millions sur ces sujets-là, et pourtant je suis une femme. Et je ne suis pas plus douée que les autres. Mais je crois vraiment que cette parité, en tout cas cette égalité, elle pourrait se faire si nous aussi, en tant que femmes, on poussait un peu les portes, et comme tu viens de le dire, on n'ose pas toujours. Les hommes osent beaucoup plus que les femmes. Eh bien, à nous d'oser, il y a de la place pour tout le monde. Et si on ose, il se passe quelque chose. Une personne qui me disait, mais jamais j'aurais pensé oser même venir vous voir, là, j'osais pas venir. Eh bien, je lui dis, effectivement, mais si vous n'étiez pas venu, vous n'auriez pas eu la dédicace. Parce que je ne peux pas aller voir chacun en disant, est-ce que vous voulez une dédicace? Et allez, on a 1400. Les gens qui ont eu des dédicaces, c'est des gens qui ont osé et qui sont venus. Et je crois que c'est ça. À chaque fois qu'on ose quelque chose, et on se rend compte, je vous invite à tous à essayer d'oser un maximum de choses, parce que vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on ose, bien souvent, on obtient. Merci beaucoup, Maud Ankawa. Merci infiniment. Merci. D'ailleurs, je rebondis sur ça. C'est vrai que dans la vie, il faut oser. Juste pour mon cas personnel, avant d'arriver chez France 3 Normandie, on m'avait donné le portable du directeur général de la chaîne, son portable et son mail. J'ai envoyé des mails, il ne me répondait pas. Je me suis dit, c'est foutu. Et un jour, je me suis dit, mais t'es bête, en fait, t'as son portable, ça va, tu vas pas le déranger. J'ai laissé un message vocal, il m'a rappelé dans l'heure. 2 mois après, j'étais prise à l'antenne. Donc, il faut oser. Oui. Il avait un super 07 en plus. Je crois, Maud, merci infiniment. Merci t'es juste incroyable. Éric, l'archevêque, désormais, Éric, vos fans vous attendent. Maud, tu peux rester si tu veux. Bon, allez, on reste. On a qu'un micro, mais ensemble, on travaille ensemble alors. Oui, tout à fait. Parfait. Puis si jamais vous passez le micro. Merci beaucoup, Éric, d'être à nouveau en notre compagnie. Est-ce qu'on a des petites questions pour Monsieur l'archevêque? Bien sûr. Tiens, c'est bizarre, c'est un homme. Vous avez besoin d'argent? Bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous. Donc, j'ai développé une application contre les insultes, le harcèlement. Et je me suis rendu compte, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai l'impression d'être en avance, pas par rapport aux besoins. On en parle tous les jours à la télé, donc il y a un besoin. En revanche, les gens à qui je m'adresse dans les grandes administrations, dans les grands groupes comme Keolis, RATP ou des grandes mairies, tous ces gens-là sont en retard. Et là, je fais le grand écart en fait quand j'essaye de vendre ma solution parce qu'ils sont en retard. Alors, est-ce que je suis en avance avec mon produit?
que le marché demande? Ou est-ce que c'est eux qui sont en retard? Je ne sais pas trop comment faire. Ni l'un ni l'autre. En fait, je pense que vous ne tapez pas aux bonnes portes. C'est-à-dire que allez voir des mairies, des administrations, des grands groupes pour vendre des applications de ce type. Bon, ça va être très compliqué. C'est des cycles de vente très longs. En fait, il faut aller voir des entreprises à qui vous pouvez proposer un vrai bénéfice, d'accord, pour leurs clients. Donc, je peux penser, par exemple, des assurances santé qui s'occupent de la santé mentale, par exemple, qui ont besoin de proposer ce type de solution. Il faut trouver les clients, les prescripteurs qui vont pouvoir se projeter sur le bénéfice, sur le retour sur investissement, et qui ne soit pas forcément de l'argent, mais quelque chose qu'ils peuvent offrir à leurs propres clients. Donc, à un moment, je comprends que ça ne fonctionne pas, parce que c'est très difficile d'aller convaincre des grands groupes sur quelque chose qui peut sembler un peu nuageux et qui n'ont pas forcément d'impact direct, où il faut trouver le bon décideur. Et en fait, ça peut être très très long. Donc, je ne pense pas qu'eux soient en retard ou soyez en avance, parce que c'est un sujet d'actualité, vous avez raison, on en parle très souvent. Il faut juste trouver le bon client, le bon décideur. Et donc, je vous invite plutôt à essayer de changer ce rapport, de ne pas continuer de voir peut-être ces grands groupes, ou alors, c'est peut-être que vous ne parlez pas à la bonne personne, mais il faut changer. Là, il faut complètement changer la manière dont du go-to-market que vous avez mis en place, parce que clairement, ça ne fonctionne pas, hein, d'après ce que vous dites. Et donc, tentez des assureurs, tentez peut-être d'autres solutions. Bah, je ne les ai pas forcément là, je suis désolé. Mais je pense que le constat est plutôt que vous devez changer quelque chose dans le go-to-market et la manière dont vous le vendez et à qui vous le vendez. Merci beaucoup, Eric. Et bravo pour ce que vous faites, monsieur. D'autres questions? J'arrive. Merci beaucoup. Bonjour. On a entendu tout à l'heure plusieurs fois le fait qu'être entrepreneur, c'est résoudre un problème. Et donc, il faut l'identifier, ce problème. Résoudre des problèmes. Ouais, des problèmes. Le fait que vous ayez fait un changement, une réorientation vers la crypto-monnaie quand vous avez lancé Ledger, vous avez dû avoir un déclic. Quelles sont les clés mentales en fait, que vous avez pour vous dire bon bah là, stop, j'arrête et je repars vers quelque chose qui me semble plus pertinent par rapport au marché? Alors, ce n'est pas forcément plus pertinent par rapport au marché. Il y a effectivement une analyse en coût d'opportunité. Mais avant d'arriver à cette réflexion de coût d'opportunité, la vraie question à se poser, c'est est-ce que ce que je fais a du sens par rapport à ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ce que je fais correspond à mes envies? Est-ce que je suis aligné avec ce que je fais? En d'autres termes, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je me lève tous les matins en étant content de faire ce que je fais? Et en fait, c'est plutôt ça, à la base, qui va générer un questionnement. Ensuite, une interrogation interne, de se dire, OK, finalement, là, ce que je suis en train de faire, ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que ça ne va pas assez vite, pas assez loin. Donc, ensuite vient la question de se dire, OK, coût d'opportunité, est-ce que je continue, j'insiste, ou alors est-ce que je fais table rase et je passe à autre chose? Donc, à la base, en fait, l'étoile du Nord, c'est est-ce qu'on est aligné avec ce qu'on fait? Est-ce qu'on est en perte de sens? Moi, j'ai souvent changé, tous les 5 ans, j'ai un peu changé de vie parce que, finalement, je me retrouvais en perte de sens. Je me disais, non, ce que je fais, ça me plaît plus. C'est plus aligné, je pense que je peux faire autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est d'abord ça, à la base, qui va faire que vous allez vous poser des questions et puis ensuite arriver à d'autres solutions. Mais à la base, hein, c'est soi-même. C'est tellement dur d'entreprendre. La seule chose qui nous fait tenir, c'est parce que tous les matins, on se lève pour une mission, pour quelque chose qui nous fait plaisir, pour quelque chose qu'on a envie de travailler. Et si ce plaisir, ce bonheur, il n'est plus là, alors il est temps de changer. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Eric? Oui, vous êtes évidemment en bas. C'est beaucoup plus pratique. Envoyez-moi un texto pour me dire que vous avez une question, je descends. Vous êtes où, chers amis? Ah, bon, ça va, vous êtes pardonnés, vous êtes toutes belles. J'ai de la chance de ne pas être moche. Pas de question. J'aurais précisé que la question était dure. Non, je voulais rebondir sur ce que vous disiez justement par rapport au changement.
Parce qu'en effet, quand on est entrepreneur, on ose. Quand on est dans la tête dans le guidon, quand on est dans notre entreprise, on se challenge, on change. Mais en fait, ce que vous venez de dire, là, le changement tous les 5 ans, en fait, le fait d'oser lâcher, perdre quelque chose. Alors, à mon sens, la fin de quelque chose est toujours le début d'autre chose, mais c'est facile à dire. Mais en fait, est-ce que ça a été si simple que ça, tous les 5 ans, de dire, bon, allez, j'arrête, c'est bon, je change? Oui, parce que la clé, c'est qu'il ne doit pas y avoir, il ne doit y avoir aucun émotionnel par rapport à votre entreprise. Le « c'est mon bébé », pas une bonne idée. En fait, une entreprise, c'est pas un bébé. Une entreprise, en fait, je comprends qu'on puisse s'attacher à un projet, qu'on puisse s'attacher émotionnellement. Enfin, je comprends tout à fait qu'on puisse dire « ouais, c'est mon bébé, c'est mon truc », mais en réalité, il faut avoir cette capacité de s'extraire complètement de l'émotionnel pour prendre des décisions. Alors, en ce qui concerne la crainte, très bien, là c'est simple, oui, bien sûr qu'on peut avoir peur, qu'on peut se poser plein de questions, mais en fait, réfléchir, c'est le début du renoncement. Moi j'aime bien dire cette phrase, parce qu'un entrepreneur, c'est pas un intellectuel. Je ne sais pas si vous êtes un intellectuel ou si vous considérez comme tel, mais moi je considère quelqu'un qui est dans l'action, il ne réfléchit pas trop. Alors ça ne veut pas dire qu'il est bête, mais ça veut dire qu'il va privilégier l'action et ensuite il va gérer. Et donc, en réalité, pour ne pas avoir peur de l'échec, je disais tout à l'heure que la peur de l'échec, c'est pire que l'échec, la seule façon de ne pas avoir peur, parce que bien sûr que moi aussi j'ai peur, bien sûr qu'il m'est arrivé plein de moments où j'étais terrorisé, mais en fait, la seule réponse à ça, à laquelle j'ai trouvé, c'est être dans l'action. C'est-à-dire, ok, il y a un problème, j'ai peur, je fais quelque chose. Quand j'ai ouvert mon hôtel, quelques semaines avant l'ouverture, j'ai reçu un coup de fil, on m'a dit viens tout de suite, il y a un gros problème, je suis arrivé. Il y avait de l'eau partout, une rupture de canalisation, tout était détruit, on ne pouvait plus ouvrir l'hôtel. C'était horrible, je n'avais vraiment pas envie de vivre ça. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? À un moment, je suis resté paralysé et donc je suis allé chercher une serpillière, j'ai commencé à nettoyer. Donc c'était débile, ça n'avait aucun sens, mais ça m'a mis dans l'action. Et en fait, petit à petit, on commence ensuite à aller dans l'action, à faire des trucs, on met en place une cellule de crise, etc. Et donc, quand on peut vaincre la peur par l'action. Et parfois, on se dit, OK, comment oser, comment aller dans l'action? C'est simple. Moi, ma recette, c'est de me piéger. C'est-à-dire que, je prends un exemple, quelqu'un qui n'ose pas faire un changement, il se dit, OK, je ferais que je parle à tous les employés, faire quelque chose, mais j'ose pas, je me lance pas. En fait, vous prenez une grande inspiration et vous envoyez un email. Lundi, grande réunion. Voilà. En fait, vous prenez une décision qui va vous engager. Et après, vous allez dire, OK, j'ai plus à perdre à ne pas y aller, je vais plus être ridicule à ne pas me pointer sur scène que finalement de me pointer sur scène. Et donc, il faut se piéger. Je trouve que c'est génial. On se piège, en fait, on lance un truc et on n'a plus le choix parce que c'est toujours au pied du mur qu'on voit le maçon, j'adore cette expression. Et quand on n'a pas le choix, eh bien, on réussit, on le fait. Et donc, la réponse, c'est piégez-vous. Mettez-vous dans des situations impossibles. Vous en sortirez. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore une petite question? Allez, on a le temps pour deux questions. Eh bien, c'est parfait. J'ai 2 mains levées. J'arrive, je viens vous voir. Honneur aux femmes. Où êtes-vous, cher ami? Vous êtes là-bas, c'est ça? J'arrive. Je veux bien que vous lui passiez le micro, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Et après, ce sera vous, monsieur. Je vous ai vu, je vous ai perdu. Bonsoir. Je trouve que vous avez toujours une réponse très juste par rapport aux questions qui vous sont posées. Et est-ce que qu'est-ce que le poker vous a apporté dans la stratégie et dans la gestion d'entreprise? À part Patrick Bruel, vous voulez dire? Non, bien sûr. Il est très sympa, Patrick. Ça, c'est important. Le poker m'a énormément apporté en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Le poker est un jeu très complexe. Et en tout cas, de manière pragmatique, jouer au poker, faire ces 2 ans de poker à haut niveau, ça m'a appris à gérer mes émotions, à gérer mon stress, à gérer la notion de risque, accepter que parfois, pour être prêt à tout gagner, il faut être prêt à tout perdre. Donc vraiment de prendre des risques très importants, des risques qui sont toujours calculés. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, risque calculé, parce que le poker apprend aussi à récupérer énormément d'informations, de signaux faibles, c'est-à-dire quelles sont mes cartes,
combien d'argent il y a dans le pot, quelles sont les différentes actions qui ont été mises en place, qu'est-ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il pense que ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il pense que je pense qu'il va faire. Enfin bref, il y a plein d'éléments comme ça qui rentrent en ligne de compte, qui sont des signaux faibles, on va dire, et qui vont arriver et qu'on va analyser en temps réel pour arriver à une conclusion et donc à une décision. Et cette capacité d'écoute, d'analyse, m'a beaucoup aidé aussi en négociation, parce qu'en fait, comprendre ce que attend votre interlocuteur, c'est un petit peu la base. On doit se mettre à la place des autres, finalement, hein, c'est l'empathie. Et ça, c'est aussi très utile en management, en leadership. Et donc tout ça, le poker me l'a appris. Et je me suis retrouvé nombreuses fois à des moments difficiles de négociation, de décision. Et je me revoyais mentalement à une table de poker en train de dire, OK, bah, est-ce que je vais mettre tous mes chips, enfin tous mes jetons au milieu, de faire all-in. Et donc parfois je le faisais. Et donc ça aide à gérer le risque, mais toujours des risques calculés. J'ai pris énormément de risques dans ma vie d'entrepreneur, mais ils étaient toujours calculés. C'est-à-dire que rarement, quand je prenais un risque terrible, je pensais que je m'en sortirais pas. Je me dirais, non, je pense que ça va passer, parce que j'avais justement cette analyse, ce sentiment que j'avais pris en compte tous les paramètres pour pas prendre une décision ou faire un mouvement en fait qui serait trop dramatique. Donc en conclusion, oui, le poker m'a beaucoup aidé, et du reste, il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, qui sont passés par le poker parce qu'il y a pas mal de similarités dans l'état d'esprit et la notion en fait je pense, de gestion de risque et de prise de risque. Merci beaucoup, Eric. On a une question maintenant. Alors, je me permets, je reviens sur l'idée que l'entreprise, ce n'est pas un bébé. Je suis tout à fait d'accord. Après, il y a quand même une notion d'émotion, mais plutôt avec les collaborateurs et les clients. C'est plutôt ça qui est... Oula, oui, c'est encore pire. Donc c'est pour ça que la question se pose quand on est entrepreneur, on est indépendant, on peut tout claquer pour créer des nouveaux projets. Mais il y a aussi cette relation qu'on crée durant les années avec toutes les personnes qu'on a intégrées dans notre projet, qu'on a portées. Et c'est pour ça que l'entreprise, il y a quand même de l'émotion, forcément. Oui, je suis d'accord. Mais moi, il y a un vocabulaire contre lequel je lutte, enfin, entre guillemets. Hein. En tout cas, je dis attention, il faut faire attention. Une entreprise, ce n'est pas une famille. Ça n'a rien à voir. Je comprends qu'on puisse se dire ce genre de choses, mais dans 100% des cas, des entrepreneurs qui ont commencé, qui se sont dit on est une grande famille, etc. Ils ont considéré leurs collaborateurs oui, comme une famille quelque part, parce que oui, parfois, il y a des gens qui, avec vous, depuis le début, sont là, se battent, etc. Et ce n'est pas une famille. Et c'est une erreur, en fait, de tenir ce vocabulaire parce que cela crée une confusion, même auprès des collaborateurs, des employés, qui n'arrivent peut-être pas à comprendre en fait, que parfois vous allez vous comporter comme quelqu'un de très proche et parfois comme quelqu'un qui doit dire des vérités. Et ça, peut-être que pour vous, ça vous semble facile, mais pour la collaborateur, eh bien, ce n'est pas simple. Et ça crée inévitablement des situations difficiles de mélanger les genres. Donc, bien sûr qu'on n'est pas obligé de se comporter comme quelqu'un qui n'a pas d'âme et qui est horrible, comme Anthony Bourbon. Non, c'est une petite pique gratuite. C'est pas vrai, il est très gentil. On peut être bienveillant, on peut être humain, et pour autant ne pas considérer ses collaborateurs comme une grande famille, ne pas dire ce genre de choses. Donc je pense qu'il faut juste faire attention. Il faut faire très attention à l'émotionnel en entreprise parce que ça peut jouer des tours. Et donc il faut toujours garder une certaine forme de distance avec ses employés, ses collaborateurs. Bon, les associés, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas le même niveau d'engagement. Mais il faut faire cet effort. Et si vous avez l'impression que vous traitez votre entreprise trop comme une famille, avec vos employés comme une famille, que vous utilisez ce vocabulaire, faites attention parce que je pense qu'il y a potentiellement danger et qu'un jour, cela peut venir vous mordre les fesses. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va finir sur mordre les fesses? Ouais. Ça me plaisait bien. On a encore une petite question. Je pense que ce sera la dernière. Oh non, il y en a encore plein, comme de par hasard. Mince. Bon, ok. Alors, première question. Eric, j'aimerais savoir comment résonne en toi la question sur l'équilibre vie privée, vie perso qui a été posée tout à l'heure à Maud. Alors, j'ai une analyse un peu plus violente,
de la question. Moi, quand on me pose cette question, je dis quel équilibre. C'est-à-dire que, effectivement, je suis d'accord, quand on est entrepreneur, on est là, mais on n'est pas là. En fait, il y a un moment après, là où je diverge un petit peu, alors ça, c'est peut-être mon caractère, c'est que, bien sûr qu'il faut essayer d'avoir les meilleures relations possibles, etc. Mais en fait, quand on est en entrepreneur, en tout cas moi, on est quelqu'un de fondamentalement égoïste. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le projet compte plus que tout. Il n'y a absolument rien qui peut faire vaciller votre détermination. Et j'irais jusqu'à dire que même la famille ne pourra pas faire vaciller votre détermination. C'est quelque chose de très dur à dire. Ce n'est pas une jolie histoire. Mais je pense qu'il faut en fait être parfois, voir les choses telles qu'elles sont. Il faut être lucide sur la manière dont on est. Et donc, moi, je pense que si en 2019, je n'avais pas quitté Ledger pour tout un tas de raisons, je ne suis pas sûr que j'aurais vu vraiment mes enfants grandir. Et je pense que je serais passé à côté, sans me poser de questions, parce que j'avais qu'un seul objectif. Il ne pouvait pas en être autrement. Et je ne suis même pas sûr que je l'aurais regretté. Vous voyez, c'est horrible à dire, hein, mais je pense que parfois, j'ai cette capacité et cette volonté d'être assez lucide et de me poser des questions difficiles. Me dire, Eric, est-ce que vraiment tu es comme ça? Alors, je ne sais pas, mais je me dis peut-être. Et en tout cas, voilà, un entrepreneur, c'est quelqu'un de fondamentalement égoïste parce que lorsqu'il dit à sa femme, il faut que je travaille et tout, tu comprends, en fait, voilà, j'ai du boulot, mais c'est pour raconter, c'est pour la famille, c'est pour l'avenir, c'est pour les enfants. Non, c'est pour soi-même. Parce qu'en fait, on a son projet, on a ses objectifs, et ça compte plus que tout. Donc, c'est une vision un peu dark de la chose, qui mériterait peut-être que je m'allonge. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même tendance à penser que qu'il n'y a pas de jolie histoire par rapport à ça. Merci beaucoup, Eric. On a une autre question. Bonsoir. Avant ma question, juste un tout petit témoignage et un remerciement plutôt à Femmes et Challenge, qui m'a fait revivre vraiment deux moments, j'allais dire exceptionnels dans ma vie d'entrepreneur. Le premier, c'était il y a 20 ans, quand j'ai fait produire et distribuer mon produit par l'entreprise d'Elisabeth Ducoté de chez Tuan. Et le deuxième moment, c'est mon passage dans Qui veut être mon associé devant Éric Larchevêque. Macari. Ok. Alors, Éric Larchevêque n'était pas rentré, mais je pense qu'il a vraiment hésité. C'était oui, mais c'était la saison 1 de Qui veut être mon associé. Oui. C'était des protèges tibia connectés. Voilà. Et donc voilà, donc vraiment merci à Femmes et Challenge parce que c'est deux moments que j'ai pu revivre aujourd'hui avec les deux invités exceptionnels qui étaient présents. Ensuite, ma question, justement, c'est par rapport à Qui veut être mon associé, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. C'était plutôt de savoir, effectivement, là les saisons s'enchaînent et évoluent. Et voilà, j'ai comme moi une impression que les caméras quand même viennent un peu changer la donne. Par rapport à l'appréciation des projets, les montants qui sont investis. Donc c'était un peu avoir un retour direct de ta part, Eric. Oui, bien sûr. Donc là, déjà sur l'émission, on a filmé la 5e saison et elle sera diffusée à partir de janvier. Alors pour répondre directement à ta question, oui, bien sûr qu'on ne prend pas les mêmes décisions quand il y a 2 millions de personnes qui te regardent. C'est certain. Et c'est certain que là, la dimension émotionnelle de l'investissement va prendre le pas. Parce qu'on n'est pas dans un état d'esprit d'investisseur froid, calculateur, qui cherche du rendement. Quand j'ai participé à l'émission, j'ai bien compris, c'est de la télévision. On est quand même là, évidemment, pour prendre des décisions qui soient rationnelles, mais ce n'est pas exactement la même chose quand on est devant des caméras et des personnes qui regardent. On a une forme de responsabilité différente. Et donc, bien évidemment que les critères de décision vont être différents et que j'ai certainement pris des décisions et fait des investissements que je n'aurais pas fait dans la vie réelle. Mais dans la vie réelle,
dans la vie réelle, j'aurais jamais rencontré Frédéric Douin, des éditions Douin, qui est un gars qui était arrivé avec des bouquins et que finalement j'ai investi. Moi-même, au début, je me disais, mais jamais j'investirais là-dedans, c'est pas possible. Le mec, il a 1 million de bouquins à sauver, mais qu'est-ce que j'allais foutre dans cette galère? Et en fait, ça a créé une histoire incroyable. J'ai encore revu Frédéric il n'y a pas longtemps. Voilà, il lutte contre une maladie grave, un cancer du cerveau, mais il va bien, il continue de se battre. Donc, en fait, pour moi, ces investissements, c'est plus du give back, de redonner un petit peu à la communauté, parce que j'ai eu la chance d'avoir un beau succès entrepreneurial. Donc, je ne vais pas forcément chercher de la rentabilité. Pour ça, il y a le Bitcoin, hein, merci beaucoup. Mais bien sûr qu'on est dans un état d'esprit différent. Mais il faut savoir aussi qu'avec plus les saisons passent, plus les saisons évoluent, et je conclurai là-dessus, les projets évoluent et sont de plus en plus gros, de plus en plus rentables, parce que l'émission maintenant a une position importante dans la société pour ceux qui connaissent, pour les entrepreneurs. Et si avant, ils avaient peur d'y aller, parce qu'ils ne savaient pas ce que l'émission allait donner, maintenant il y a de plus en plus de gros projets. Et donc, on se rapproche petit à petit d'un flow de ce qu'on pourrait, d'un deal flow qu'on pourrait retrouver sur des fonds plus classiques, même si évidemment, il y a de temps en temps des casseroles, des projets un peu plus qui vont dans l'émotionnel et toujours de belles histoires. Et en tout cas, rendez-vous en janvier sur M6 pour la 5e saison. Merci beaucoup. Merci Eric. Et on a encore une petite question. Ok. Bonsoir, alors moi je m'appelle Marine, j'ai créé la marque De Clercq, une marque de vêtements en lin. Et vous qui avez fait quand même des gros coups de poker, je voulais savoir quels conseils vous pourriez nous donner par rapport au fait d'avoir potentiellement peur face aux investissements et à l'argent. Peur de l'argent ? Pas peur des de l'argent investisseurs. qu'on pourrait gagner, mais non, peur de tout cet argent qu'on pourrait aller chercher pour l'investir. Est-ce qu'on le mettrait au bon endroit ou pas, etc. D'accord, donc là on est plutôt dans le syndrome de l'imposteur. Je sais pas, dites-nous. Oui, parce qu'en fait, normalement, c'est vrai que lever de l'argent et avoir de l'argent d'un seul coup, et ça peut amener, ça pousse au crime. C'est un peu un des dangers de la levée de fonds dans des entrepreneurs qui n'ont pas forcément l'expérience, qui vont peut-être mal l'utiliser ou prendre des raccourcis et donc se précipiter vers une ruine un petit peu plus rapide. Mais au final, si tu lèves des fonds, que tu as besoin d'argent, c'est parce que tu as un besoin précis que tu as pu exprimer. Et si à un moment, tu vas recevoir de l'argent, c'est que tu as réussi à convaincre des investisseurs et que donc ce que tu as raconté a du sens. Donc, si tu as des doutes par rapport à ça, c'est plus, je pense que tu as une peur en te disant, attends, mais moi, j'ai pas fait, je sais pas, une école de commerce, ou j'ai pas fait des études financières, ou je sais pas quoi, et donc je sais pas utiliser de l'argent. Mais tout ça, ça n'a rien à voir. À la fin, c'est que du bon sens. Tu vois, tu es une professionnelle, tu connais tes métiers, tu sais exactement ce que tu dois faire. Et à partir du moment où tu as réussi à créer un pitch et une histoire et une aventure qui a réussi à convaincre des investisseurs, j'ai aucun doute sur le fait que tu vas bien le gérer. Donc là, encore une fois, et ça c'est un peu le mal et la difficulté des entrepreneurs, ne te pose pas trop de questions, tu vois, réfléchis pas trop, fais ce que tu as à faire, tu le fais, si tu as l'argent, tant mieux et bravo, et ensuite tu le dépenses selon le plan ou pas, parce que parfois on fait des plans, hein, et puis souvent les plans, ça part à la trappe parce que ça se passe rarement comme prévu, mais psychote pas, voilà. Tu vois, tu n'as aucune raison de psychoter. Si tu te poses ce genre de questions, dis ça sert à rien. Quand tu seras face aux décisions, tu prendras tes décisions et puis tu verras après, tu réfléchiras après. Tu dis ça. Pardon, le micro était rouvert. Posez votre question. Bonsoir, Véronique, j'ai 2 questions. La première, c'est la peur du vide. La motivation y est, la détermination certainement aussi. Mais la peur de sauter dans le vide vis-à-vis de la sécurité financière qu'on doit amener à ses enfants, par exemple. Donc c'est la première question, c'est comment... est-ce qu'il y a un temps pour sauter dans le vide ou plus on se pose du temps et je suis trop intellectuel et je ne sauterai jamais dans le vide, en fait, peut-être, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. La vraie question, c'est à se poser, ok, qu'est-ce que je prends comme risque ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer au pire ? Parce que parfois, on se dit, ok, la famille, les enfants, bien sûr qu'on a des responsabilités, mais ensuite, il faut regarder, c'est, ok, je prends un risque, je me jette dans le vide, je vais vers l'entrepreneuriat, je fais un projet, ça plante, parce que bien sûr que ça plante, hein, ça arrive évidemment, c'est quoi le risque ?
Est-ce que la famille est en ruine? Est-ce qu'il n'y a plus rien? Ou alors juste, il dit, bon, bah, tu plantes et tu retrouves un boulot et tout va bien. Tu vois, ok, on a mangé des patates, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Donc je pense qu'il faut aussi mettre en perspective ces notions de risque. Ok, si le risque est vraiment horrible, ce qu'il faut éviter de faire, c'est j'hypothèque ma maison, je vends tout, je me mets en caution personnelle et je me plante. Et là, ok, là, je mets ma famille en fait en difficulté. Mais bon, là, c'est vraiment extrême. Donc, je pense qu'il faut vraiment regarder le risque en disant, ok, je me plante, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment c'est si horrible que ça? Est-ce que vraiment je vais foutre la merde et tout foutre en l'air? Ou alors est-ce que, bon, ok, ça va être un peu des turbulences, mais à la fin, de toute façon, tu vas t'en sortir, tu vas retrouver du boulot, tu vas faire un truc parce que tu as un réseau, tu mitiges en fait le risque. Donc je pense qu'il faut penser vraiment au véritable risque que tu prends et pas juste une projection floue du risque. Et ensuite, s'il te paraît acceptable, tu vois, est-ce qu'il est acceptable ou pas, ça, j'en sais rien. Là, effectivement, il faut arrêter de se poser des questions. Et surtout, si tu as envie de vivre cette aventure incroyable d'entrepreneur, là, oui, faut se jeter dans le vide. Mais ça doit être un plaisir, tu vois. Tu dois te dire, ouais, enfin, tu vois. Et puis ensuite, tu gères. Ok, merci. Et la deuxième question, c'était plutôt par rapport à vos enfants. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, j'en ai 3. Voilà. Aujourd'hui, vu le contexte actuel que l'on vit, quel est le discours que vous leur tenez? Alors déjà, le premier discours que je leur ai tenu, et donc ils ont aujourd'hui 11, 15, 16, et ça passe vite. Et en fait, la première chose que je leur ai dit quand ils étaient en âge de comprendre, c'est qu'ils étaient déshérités. Parce que je me suis dit, il n'y a rien de pire d'offrir à ses enfants que des millions. En disant, t'inquiète pas, tu auras plein d'argent. En tout cas, ton avenir est sécurisé. Parce que je pense que ça peut vraiment détruire quelqu'un. Donc ça, c'est le premier point. Je leur ai dit, voilà, vous n'aurez rien. Alors bon, ils ne savent pas encore qu'en France, on ne peut pas déshériter ses enfants. Ils ne sont pas pris d'avocat encore, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le mindset. Là, ils l'ont compris. Ils se sont dit, oula. Donc à l'école, hein, ça cravache, quoi. Et ensuite, bon, alors est-ce que l'avenir est sombre? Est-ce que tout va s'écrouler? Est-ce qu'on aura la guerre mondiale? Je ne sais pas ce que tu veux dire exactement, mais ils vont gérer, quoi. Ils vont se débrouiller. Je pense de toute façon, ça va être la même merde pour tout le monde. Mes enfants, les autres, c'est vrai que mes enfants, effectivement, probablement sont plus privilégiés parce que bon, je vais les déshériter, mais je vais payer leurs études, faut pas déconner non plus. Puis ils auront un toit. Enfin, c'est voilà, je ne vais pas non plus les foutre à la DAS. Hein. Ce serait un peu extrême. Mais ils vont gérer, ils vont devoir gérer, et j'espère qu'ils réussiront à gérer. Parce qu'en fait, moi, mon seul objectif, c'est d'en faire des personnes pleines, entières, autonomes, qui ont des objectifs, qui ont des buts. Donc c'est pour ça que j'essaye de le faire en sorte qu'ils s'ennuient, et je coupe TikTok et tout. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. C'est vrai que l'avenir peut faire peur. Il y a beaucoup de jeunes générations qui est complètement flippée par rapport à l'écologie, par rapport à tout un tas de choses, parce qu'on vit aussi dans un monde où on a tendance à faire culpabiliser beaucoup. On dit, voilà, regarde, tout ça, c'est la merde, c'est de ta faute, regarde ce que ont fait tes ancêtres, etc. Donc c'est quand même compliqué, il y a une charge mentale quand même que je trouve lourde. Et donc j'espère qu'en tout cas, en leur donnant surtout la notion d'esprit libre, moi, vous l'avez compris, ma valeur principale, c'est la liberté. Donc j'essaie de les éduquer dans cette notion d'esprit libre, de pensée critique. Et voilà, s'ils réussissent à être libres dans leur tête, je pense qu'ils pourront aborder les années qui viennent de la meilleure façon possible. Mais on verra bien. Je ne me pose pas trop de questions. Voilà, ça vous l'avez compris, je pense. C'est bon? C'est bien, c'est le truc est ouvert. C'est bon, on peut y aller? Eh bien, merci infiniment à vous deux. Vraiment, on a eu plein de questions. C'était vraiment formidable. Je vous remercie très, très chaleureusement. Éric Larchevêque et Maud Anquois, s'il vous plaît. Ankawa. Merci beaucoup, Maud. Merci beaucoup, Éric. Vraiment, merci. C'était passionnant. Alors, ce n'est pas une, mais 2 bonnes nouvelles. Eh ouais. La première bonne nouvelle, c'est que Frédéric Bedos va arriver pour 20h. Alors, vous inquiétez pas, il y aura quand même le cocktail entre deux. Je
fais de la ASMR, vous inquiétez pas, on va boire. C'est un vrai sondage. Qui est prêt à revenir, donc on va lancer le cocktail, tout ça, mais à revenir à 20h dans la salle pour assister à la conférence de Frédéric Bedos? Levez la main et soyez vraiment hyper honnête. Soyez honnête. C'est pas mal. Vous avez le droit de revenir avec votre verre. Bonne franquette, à l'anglaise. Voilà. Voilà, du coup, voilà, il suffisait de dire qu'il pouvait picoler. Ouh, champagne. Frédéric, vas-y, Fred. Non, mais en vrai, on relève la main une dernière fois. Qui sera là à 20h? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On me fait ainsi. Elle va rester combien de temps, Frédéric, à peu près, sur scène? 30 minutes. Ah oui. On peut relever la main, ça va. Ah, je vous kiffe. Vous êtes formidables. Ouais. En gros, elle est en déprime totale. S'il te plaît, frère, reste. Ok. S'il vous plaît, restez. Frédéric, gentil. Très bien. Désolée pour cette imitation un peu raciste, bof. Pas très 2024, ça, Anne. Bon, en tout cas, la très mauvaise nouvelle, c'est que moi, je vais partir. Par contre, eh oui, parce que j'ai mon mec qui est pâtissier qui a encore des gâteaux à faire. Ok? Non, plus sérieusement, vraiment, je voulais juste vous dire merci, mais merci infiniment pour cette journée ô combien inspirante. Parce que je vais vous dire un truc. Je crois que je vous connais un petit peu. Et je vous jure, je pourrais être émue. Enfin, tu vas me dire, je vais être pas mal émue ces 7 prochains mois. Ça s'arrête pas. Mais je suis assez émue parce que je vous rencontre tous les matins. Parce que dans mon émission, eh bien, tous les matins, je vous reçois, vous, jeunes entrepreneurs, vous, artisans. Alors, il n'y en a pas peut-être ce soir, mais agriculteurs, voilà, entrepreneurs, artisans, commerçants. Et franchement, je partage vos peines, vos peurs. Je sais ô combien c'est compliqué ce que vous faites, ô combien vous flippez, ô combien vous mettez vos tripes sur la table. On a parlé énormément de la gestion de la vie pro et de la vie familiale. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le putain, franchement, de charge sociale. La famille, quoi. Les gens qui te demandent « Mais t'as demandé l'autorisation à ton mari pour lancer une entreprise ?» J'ai entendu, moi, des nanas qui m'ont dit ça dans l'émission, ou des gens qui disent « Mais tu as abandonné tes enfants ?» Mais bien sûr que non. Un jour, mon papa, il m'a dit « Tu sais, Anne, dans la vie, il faut faire un choix. Il faut choisir entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Réussir sa vie privée ou réussir sa vie pro. Mais bordel, réussissez les deux. Mais évidemment que vous allez y arriver, parce que vous allez oser, parce qu'on ne va pas avoir peur. Parce qu'on m'a quand même, je vous jure que c'est vrai, et ça me fout les boules. Quand j'ai annoncé ma grossesse à certaines de mes cousines il y a 2 jours, il y en a une qui m'a dit « Mais tu vas arrêter de travailler, Anne ?» Mais bien sûr que non. Je vais peut-être même prendre un 2e boulot. Voilà. Parce qu'il faut les payer, les poussettes. OK? Donc, vous êtes formidables. Je vous accueille à bras ouverts. Si vous voulez participer à cette émission, qui est quand même la 2e meilleure audience des matinales de France 3 Normandie de France. Voilà. On ne fait pas des espadrilles, mais on est là, les gars. Franchement, venez, vous me contactez sur Instagram, Anne Boissy, vous m'envoyez un petit MP, vous mettez coucou, je t'ai vu sur scène, qu'est-ce que t'es belle, tu fais pas ton âge, 38 ans, c'est pas possible. Tu fais du botox, bien sûr, meuf. Non, vous m'envoyez un petit MP sur Insta et je vous réponds avec grand plaisir. Si vous êtes formidable, si vous l'êtes pas trop, je vous lâcherai un gros vu. Mais non, mais évidemment, écrivez-moi et venez, vraiment, je serai absolument ravie de vous accueillir. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce qu'il y a le cocktail qui arrive. Je voudrais finir sur une autre de mes philosophes préférés. J'ai commencé en citant Johnny Hallyday. Vous allez peut-être reconnaître celle que je vais citer maintenant. Si je vous dis que viser la lune, ça ne me fait pas peur. Si je vous dis que même à l'usure, j'y crois encore et encore, des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. On leur fait une dernière fois. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure. J'y crois encore et encore, des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai. Vous en avez déjà fait, mais toujours le poing levé. Croyez en vous, osez, ayez de l'audace. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, le 4 décembre. Ce sera à Rouen. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes formidables. Merci, merci infiniment.